Bonjour et bienvenue dans ce Geliapli qui vous racontera la suite de l'histoire d'Onmyoji. On termine le récit des événements mondiaux, pour rappel les événements en lien avec l'intrigue principale, et donc ici la suite et fin de l'arc de Sealand. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous enjoins à le faire, elles sont en description pour comprendre ce qu'il se passe. Vous êtes prêts ? Allez, retournons dans le passé, le temps des dieux, des monstres et des Onmyoji. Guerre à Heianko. Loin sous les eaux, Otakemaru faisait les 100 pas sur le pont de son navire amiral. Non seulement l'armée n'était pas prête pour la prochaine attaque, mais en plus les soldats perdaient leur motivation. Le terrible massacre du Mont Oe y était pour quelque chose. Pour la première fois, le jeune maître avait dû fuir un ennemi plus fort que lui. Il ne s'était pas retiré, il avait fui. Son humeur était maintenant mélangée de colère et de désespoir. Le regard sombre, il effrayait même Kanihime de ses grommellements sur la tactique militaire et les projets de ses ordures de la surface. La petite esprit crabe courait alors se réfugier dans les bras fatigués d'Uminari. Le magicien avait encore le bras gauche en écharpe et du mal à se tenir debout. Elle venait contre son lit en pleurant doucement. « Monsieur Uminari, on va gagner, hein ? Et Otake va redevenir comme avant, pas vrai ?»« Mais oui, ma petite, mais oui. On va gagner, tout redeviendra comme avant. On pourra encore jouer ensemble ? Bien sûr, tous les jeux que tu voudras. » Pendant ce temps, les dites ordures de la surface réunissaient leurs forces. Sur une colline derrière chez Seme, les grands pouvoirs humains se réunissaient. Il y avait évidemment Abe no Seme, instigateur de la rencontre, Minamoto no Yomiritsu, chef du clan Minamoto, Fujiwara no Michitsuna, ambassadeur de son clan, plusieurs officiers de la guilde impériale d'Heianko aussi, ainsi que différents nobles impliqués par leur pouvoir économique et politique. Mais ceux-ci n'osaient pas encore ouvrir la bouche, conscients que le sujet les dépassait. « Messieurs, nobles personnes, je vous remercie d'être venus jusqu'ici », commença Seme en y mettant les formes. « C'est pas comme si on avait le choix », maugréa un vieux noble, beaucoup moins poli. Avant d'aborder le sujet, je vous rappelle que nous sommes ici en terrain neutre. Aucune de vos zones d'influence ne monte jusqu'à cette colline. Parlez donc calmement et avec sagesse, car la force ne servira à rien. Ce simple rappel était nécessaire pour le Minamoto adepte des armées magiques, lequel leva les yeux au ciel. Ceci dit, continua Seme sans se déconcentrer, commençons. Nous devons faire face à une menace sans précédent. Ce n'est pas une nation qui nous envahit, ce n'est pas un chef de guerre avide de richesses. C'est un peuple d'esprits et de monstres qui se battra jusqu'au bout. Nous ne pouvons plus espérer de négociations. En est-on bien sûr ? Demanda Michitsuna. Vous avez connu les conflits depuis le front, mais pour ceux de l'arrière, les motivations de Sealand sont floues. Merci d'avoir posé la question. Si Minamoto no Yomiritsu veut bien prendre la parole. L'interpellé s'approcha de la table, faisant subtilement cliquetiquer les fourreaux de katana accrochés à sa ceinture. Des éléments nouveaux sont venus confirmer les suppositions premières. Vous l'ignorez sans doute, mais des prisonniers furent faits durant certaines frappes de Sealand. Soumis à la question, ils fournirent quelques informations utiles. Au mot question, la plupart des invités au conseil déglutirent difficilement. Le clan Minamoto n'était pas connu pour sa douceur. Fier de son effet, le chef de clan continua. Certains trouvèrent moyen de se donner la mort pour ne pas révéler d'éléments trop stratégiques. Mais pour les raisons de cette invasion, ils sont unanimes. Le mont Suzuka est malade. Silence théâtral. L'île de légende dont ils viennent est soumise à une corruption dont on ignore l'origine tout comme le fonctionnement. Leur magicien aurait cherché sans répit une solution, mais a fini par baisser les bras, lui-même affaibli par le contact répété avec cette corruption. C'est pour se protéger que l'ensemble du peuple finit par prendre la mer vers Heianko. Otakemaru mène une guerre d'invasion, certes, mais surtout une guerre qu'il voit comme le seul moyen de permettre à son peuple de survivre. C'est un animal blessé et acculé, le plus dangereux. Un noble tourna la tête vers son voisin et murmura « Otakemaru, le chef de Sealand andouille, le type avec une épée brillante. Ah oui. » Seme reprit la parole. « Merci pour ces précisions. Maintenant, j'aimerais ajouter plusieurs éléments à votre réflexion. Tout d'abord, la déduction faite par plusieurs groupes de travaux sur le sujet. Si vous voulez bien vous avancer, ajouta l'Onmyoji en se retournant. De derrière la bordure d'arbres de la forêt proche, une devineresse s'avança. Yaobikuni monta au conseil, causant un recul de la plupart des membres. Son passé ne serait sans doute jamais oublié. En évitant leur regard mi-furieux, mi-terrifié, elle étendit les mains et fit apparaître une sublime illusion de la carte de la région.
En relief, dessinés de fin traits bleus, les nobles réunis purent observer jusqu'au toit de leur palais. Et Yanko est le centre de l'attention de Sealand. Mais elle ne fut pas encore frappée. Pour l'instant, il y a eu 2 types de combats. Les escarmouches, imprévues et de faibles envergures, des points brillèrent en jaune, et de véritables batailles, concentrées sur 5 points géographiques. D'autres points s'illuminèrent en rouge. On trace aisément un cercle passant par ces points, mais aussi un pentagramme régulier, dont Eianko est le centre exact. Des traits vinrent dessiner la forme décrite. Les nobles osaient à peine respirer, tandis que Michitsuna regardait ailleurs. Un détail l'avait intrigué au bas de la colline, et il connaissait déjà la théorie décrite. La théorie mise au point est qu'il s'agisse là d'un cercle de transfert, d'une taille encore jamais vue, mais dont le fonctionnement est bien connu. Sa particularité serait de connecter Eianko au mont Suzuka, afin d'y transférer toute l'énergie magique. Un flot immense que leurs magiciens espèrent suffisant pour soigner la montagne. Les nobles restèrent un temps interdits. Puis l'un d'eux leva la main. « C'est un brillant exposé, mais quelle menace cela fait-il pour nous ?» Les 3 Onmyoji lui jetèrent un regard rempli de pitié, comme des professeurs devant un élève incroyablement stupide. « Sans magie dans l'endroit, commença Michitsuna, plus aucun sortilège ne fonctionne pas. Les amulettes que vous collez partout dans vos palais redeviendront des bouts de papier. Le sceau sur Orochi disparaîtra d'un coup, continua Yorimitsu. Voulez-vous de nouveau l'affronter, sans magie cette fois ? Sans compter l'effet sur la nature et la vie en général, compléta Seme. Yaobikuni, pouvez-vous lancer une prédiction sur cette possibilité ? Évidemment. L'oracle leva la main et au-dessus de la carte, une bulle de lumière bleutée se forma, montrant une rizière pleine de santé pourrissant à vue d'œil, une forêt resplendissante tombant en décrépitude, des gens marchant et devenant instantanément malades et vieillissant à toute vitesse. Pour faire simple, expliqua l'oracle, considérez que vous retirez à la nature un des éléments nécessaires à son fonctionnement. Ce serait comme corrompre l'air, l'eau ou le soleil. Tout meurt. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu par tout cela, reprit l'Onmyoji bleu, sachez que cette magie est une magie de sang. Les plus experts en magie de combat ont confirmé, cette magie ne s'active que si elle est arrosée de sang. C'est son carburant. D'où les batailles gigantesques. Il fallait suffisamment de carburant pour alimenter un cercle de transfert de cette ampleur. Et pour ceux qui font une tête dégoûtée, interrompit Yorimitsu, oui, cela marche tout à fait avec le sang de ses propres soldats. Je ne sais pas qui est au courant dans Sealand, mais le cercle de transfert est pensé pour fonctionner aussi bien avec les attaqués que les attaquants. Ils ont sacrifié des centaines de leurs soldats, cela ne gênera pas d'ajouter des civils pour être certain que ça marche. Le chef du clan Minamoto était toujours prêt à donner des détails sordides, qui eurent leur effet. Les nobles maugréèrent entre eux, mais laissèrent la parole aux professionnels de la magie. Ce cercle de sang ne doit pas être activé, plus encore il doit être levé, affirma Seme. Néanmoins, nous ne pouvons pas le faire directement. Sealand a déployé ses espions et cette réunion fut difficile à placer, en partie à cause de cela. En réalité, il fut plus difficile de convaincre les différentes parties de venir que de faire disparaître les espions du mont Suzuka. Mais ce genre de vérités ne sont pas bonnes à dire. Il nous faut donc un plan d'action discret et efficace, afin de piéger Sealand. Si nous levons le cercle de force, Otakemaru ira se terrer quelque part avant de revenir, en ayant mieux étudié le terrain. Nous devons attendre qu'il s'approche de la capitale, afin qu'il ne puisse plus se détourner et que nous le capturions ainsi. « C'est donc pour inventer ce plan que vous nous avez conviés ?» demanda un noble, le même qui avait posé la question sur l'effet du transfert de magie. Les Onmyoji lui lancèrent une deuxième fois un regard coordonné, cette fois en plus appuyé des officiers de la guilde. Seme soupira. Non, jeune seigneur, nous n'allons pas vous demander d'inventer un plan de bataille magico-rituel à 3 camps et 5 sous-armées. Nous vous invitons, afin d'obtenir votre concours, afin de permettre la mise en place pratique du plan. Vous avez bien de forts liens avec le monde marchand, n'est-ce pas ? Oui. Alors vous pourrez nous être infiniment utiles pendant la préparation de la ville. Je vous en remercie d'avance. L'Onmyoji bleu commença son explication, tandis que Yaobikuni faisait se mouvoir des figures et symboles sur la carte, illustrant les opérations futures. Plusieurs heures après, Seme redescendit la colline de son côté, suivi de près par Yaobikuni. La réunion avait été fatigante, les nobles usants, et Yorimitsu énervant, avec son petit sourire supérieur. Mais cela en avait valu la peine. Devant la maison, une rangée d'esprits l'attendait. « Pourquoi nous avoir fait venir ?» demanda Shuten sans s'embarrasser de formules de politesse. « Tu leur as dit la même chose qu'à nous. Pour que vous sachiez que je ne vous cache pas une partie du plan. Et bonjour sinon. » Bonjour en effet,
dit Ichimokuren en s'approchant. Pardonnez-moi, mais j'ai noté une différence. Moi aussi, fit Otengu en s'approchant. Pourquoi cachez-vous des choses à vos alliés humains? Shuten recula pour leur faire place. Avec sa haute taille, ses muscles saillants parcourus de veines de lave, il était en général la personne la plus imposante de toute assemblée. Mais pour le coup, il accepta de partager cette estrade sociale avec le dieu du vent, habillé comme un noble dont le kimono serait passé dans une tornade, et le grand Tengu, aux ailes si larges qu'il pouvait faire s'envoler une grange en battant l'air un peu trop fort. Les deux étaient également bien plus intelligents que la moyenne des esprits, d'où leur approche de l'Onmyoji bleu. « Sémé, reprit Ichimokuren, vous avez caché que nous serions impliqués. D'après la vision qu'ont vos alliés humains, ils vont partir lever des sortilèges par eux-mêmes et vaincre les forces de Sealand à eux tout seuls. Oui, c'est ce qu'ils peuvent avoir compris, et ils y iront, même si cela signifie y laisser la vie, surtout au vu des pertes précédentes. Mais ils auraient sans doute hurlé au scandale si j'avais proposé non seulement une alliance entre les clans, mais aussi entre humains et esprits. C'est pourquoi c'est à vous, les hauts esprits, de préparer le terrain. En somme, insista le Tengu, nous brisons les protections de Sealand autour des nœuds de concentration, les Onmyoji lèvent les cercles et récupèrent tout le crédit. Vous aurez toute la réputation du monde auprès des esprits. Et eux, ils auront tout côté humain. Ce sera soit injuste pour chacun, soit équilibré pour tout le monde. Et puis, vous n'étiez pas censé agir pour protéger vos camarades et amis? Si, c'est notre but, apaisa le dieu du vent. Simplement, je crains que des confrontations éclatent entre nous et les Onmyoji, alors que nous sommes censés avoir le même but. Même si vous avez un peu prévu la chose, vous n'avez pas envoyé les Minamoto s'occuper du mont Oe. En effet, j'espère que chacun a bien retenu où se trouvait le nœud qu'il a levé, et pourra convaincre ses troupes de venir discrètement à Heienko pour la deuxième phase. Ne vous inquiétez pas, les meilleurs seront là, assura Shuten. Le seul vrai défaut du plan, c'est que je ne pourrai pas être là pour voir Ibaraki et Oshiguma parler stratégie de bataille. En effet, cela risque d'être assez lunaire. Bon, sur ce, s'il n'y a plus rien à dire, je vous laisse. On se reverra pour la bataille. Shuten partit d'un bon pas vers la montagne. Moi aussi, je dois vous quitter. Yamakaze est de retour dans la forêt et j'aimerais pouvoir le convaincre de nous aider. Ichimokuren s'assit en l'air et apparut sous son postérieur un majestueux dragon vert. Il s'envola sur ce véhicule unique. Et au fait, Otengu, comment va Dark Seme? Demanda l'Onmyoji bleu. Très bien, merci, répondit le Tengu avec un sourire mauvais. Dommage. Sealand nous a attaqués, et il a défendu le Mont Gris comme vous avez défendu Heienko. Vous ne pouvez pas lui reprocher cela. Tant qu'il se tient tranquille, il n'y a pas de raison que nous nous battions. Oh, nous avons en ce moment des problèmes bien plus importants que votre petite personne, peu importe votre puissance. Sur ces paroles peu claires, Otengu s'envola. Seme se tourna vers une personne qui n'avait pas desserré les dents depuis son arrivée. Kingyo attendait assise sur un rocher. Elle avait eu une poussée de croissance incroyable et remplacé sa tenue enfantine rouge par une ancienne armure de l'Arakawa, mais une armure étrangement portée, avec beaucoup de pièces manquantes ou modifiées, car originellement faite pour des esprits baleines, pas un esprit poisson rouge. Aucune remarque? Demanda Seme. Non, fais comme ça, tout le monde est sauvé, joie. Tu n'y crois pas? Demanda Yaobikuni. Pas vraiment. Elle soupira. Au moins les amis sont à l'abri. Vous avez pu cacher tout le monde dans la futaie de bambou. Oui, pour certains, on n'a pas dit que c'était à cause d'une armée géante et d'un sorcier fou. Pour Kaguya, par exemple, c'est un week-end poésie et dessin dans le sable. On essayera de lui expliquer après. Elle comprendrait si vous lui en parliez dès maintenant. Mais on a encore besoin d'une bouée d'innocence. Bon, juste, je change de sujet. Mais il manque pas quelqu'un? Qui donc? Le type des terres au nord-ouest, le renard timbré. Tamamo Mae? C'est ça, le Kitsune. Il était pas censé venir? Il est arrivé un peu en avance. Et il est déjà parti? Non, il est toujours là. Mae, montre-toi! Le rocher sur lequel Kingyo était assise remua soudain et disparut, laissant place au grand esprit des renards solitaires roulés en boule pour imiter la forme d'un rocher. Bonjour mademoiselle, le siège était-il confortable? L'esprit poisson comprit que depuis tout ce temps, elle était assise sur 2 des 9 queues touffues de l'esprit. Elle se leva précipitamment. Pas du tout, pardon, j'y vais! Et elle partit en courant, soudainement moins sombre. Tamamo Mae rit dans sa manche. On ne me regarde pas ainsi, il fallait bien trouver quelque chose pour qu'elle quitte sa tête d'enterrement. Simple question, pourquoi tu t'es transformé en rocher?
À part pour t'amuser? D'abord pour ne pas perdre la main. Ensuite, pour cacher quelque chose, ce qui est la fonction de base de toute illusion. Tu avais quelque chose à cacher? J'ai beaucoup de choses à cacher. Mais ici, même si un grand esprit ou un onmyoji me repérait, il ne chercherait pas plus loin qu'une de mes blagues habituelles. Et personne ne voyait ceci. Là où il était couché auparavant, le kitsune prit sur le sol un objet plat. Il s'agissait d'un grand disque emballé dans un tissu épais. Non, ce n'est pas comment ça s'aimait. Tu doutes de ton vieil ami? J'ai bien compris ce que tu comptes faire avec et honnêtement, c'est génial. Mais comme tu le sais aussi, tout le monde veut ce genre de pouvoir. Alors je suis discret. D'accord, et qu'est-ce que tu veux en échange? Je n'ai pas le droit de te faire un cadeau? Si, mais ça ne te ressemble pas. C'est vrai, alors voici un marché. Je te donne ceci tout de suite, et toi tu détruis Sealand. D'accord. Semi était de plus en plus intrigué par cette attitude. Ils ont attaqué 3 fois. 3 fois. Ce n'est plus l'esprit qui est en colère, c'est le Seigneur. Otakemaru finira en pièces pour avoir tué mes serviteurs et mes sujets. Tamamonoma étendit à l'onmyoji bleu la deuxième face du miroir d'Ungaikyo. Pendant les jours qui suivirent, les nobles firent évacuer la capitale. Depuis le dernier des ouvriers au plus grand des marchands, chacun fit ses bagages et évacuèrent en longue file vers les petits villages autour. Ceux qui avaient des vacances en province prirent des vacances longues et imprévues. Ce qui fit un peu bizarre à ces voyageurs improvisés, ce fut de voir parmi eux des gens dissimulant tant bien que mal de lourdes armures, qui dans une charrette de foin, qui dans un coffre ne fermant plus, qui sous une cape longue et sale. D'étranges personnes quittaient aussi la ville, se réunissant dans un camp caché dans la forêt au nord. Pendant ces mouvements de population, Seimei et Kagura parcouraient la ville. Le pouvoir étrange de la petite fille permettait d'accéder à des pouvoirs profondément enfouis sous la terre. Les grands pouvoirs gardiens furent chacun réveillés. Le bouclier produit par leur sommeil ne suffirait pas face à Otakemaru. Kagura les réveilla donc, un à un, puis Seimei les fit exécuter un rituel d'une immense complexité, car il avait dû entièrement inventer ce sortilège. Le phénix rouge s'envola au sud, la tortue noire roula autour du quartier nord, le dragon bleu rugit à l'ouest, le tigre blanc leva un sourcil et bâilla à l'est. Quand le dernier habitant fut parti, quand les dernières épées eurent quitté la ville, Seimei inspira un grand coup et lança son sort. Rin, Byo, To, Shai, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen, Kyokyo no Ritsuri wa. Les 4 grands pouvoirs ouvrirent les yeux et un pouvoir immense recouvrit la capitale. D'immenses amulettes de lumière s'élevèrent du sol pour constituer l'armature de cette protection géante. La première partie du plan était prête. Maintenant, il fallait espérer que Sealand attaque prochainement. Sous les eaux, Otakemaru remerciait ses espions. Bon, que savait-il désormais? Que les onmyoji de la surface savaient qu'il allait frapper Yanko, qu'il avait fait fuir les civils mais réunissait des guerriers à l'extérieur, et qu'un bouclier devait l'arrêter au-dessus de la capitale. Visiblement, les onmyoji avaient pensé à un piège stratégique, une manœuvre pour le prendre en tenaille. Le jeune maître sourit. Ces pauvres fous ignoraient le plus important. Uminari. Oui, jeune maître. Nous sommes bien d'accord sur la stratégie. Vous posez le nœud central de votre cercle, et moi je tue autant de gens que possible. Oui, jeune maître. Je vous avertirai dès qu'il y aura assez de sang versé. J'avoue avoir une certaine inquiétude. Si l'on compare la taille du cercle de transfert au nombre d'ennemis tués, il ne semble pas y en avoir assez. Êtes-vous sûr que cela sera suffisant? Ne vous inquiétez pas. J'ai personnellement placé les cercles. Ils sont chargés. Et les espions ne viennent-ils pas de nous dire que tout était prêt? Si les unités de protection sont unanimes, personne ne les a repérés. Tout est prêt. Ne vous inquiétez de rien. Je vous promets que tout est bon. Au bon moment, vous planterez votre lame et le jade de Kusinagari fera le reste. Tout fonctionnera parfaitement. Je vous fais confiance. Et j'espère qu'on n'aura pas utilisé un plan de secours. Non, on va gagner. Mais plus de sorts de contrôle mental, est-ce clair? Très bien. Uminari recula. Il n'avait pas le courage de dire à son jeune maître la vérité à propos de ses sortilèges. Le petit Otakemaru, qui avait décidé de faire fuir son peuple, était trop généreux pour accepter cela. Mais la guerre l'avait rendu plus dur. Le magicien espéra que le jeune maître oserait aller jusqu'au bout, tandis que les tambours marins battaient le début de la manœuvre. Moe,
Dans les bois profonds de la face est du mont Oé, deux figures avançaient en chuchotant. Plutôt, l'une d'entre elles chuchotait, l'autre essayait et était tout de même audible à 10 mètres. « Mais il est où ce nœud? On n'arrive à rien ici !» Les Shikigami de Seimei nous ont bien dit « Avancez tout droit à partir du gros rocher gris en forme de poire. » On a trouvé le gros rocher gris en forme de poire, alors maintenant on avance. Oshiguma, tu me casses les pieds. J'en ai marre de marcher dans une forêt où il n'y a pas les ennemis qu'on cherche. Si tu voulais pas avoir mal aux pieds, Ibaraki, tu n'avais qu'à mettre des chaussures. Pieds nus dans un bois de ronces, t'appelles ça comment? Du génie? De la virilité. Je suis de nouveau moi, je compte le rester. N'importe quoi. Soudain, un bruit. Les deux Onmyoji s'approchèrent, tombant nez à nez avec un esprit crabe. « Intrus !» cria-t-il en pointant sa lance vers les deux autres. « Gamin, tu vas rentrer ça ou je t'en colle une » répondit Ibaraki. « Attends, fit Oshiguma en s'interposant. On ne peut pas affronter un guerrier de Sealand. »« Et pourquoi ça ?»« Notre réputation nous précède, » ricana l'esprit crabe. D'autres pirates arrivèrent en renfort, encerclant les doji. « Ah bah bravo, maintenant on fait du 2 contre 20, » grogna Ibaraki. « Tu prends ceux de gauche, moi ceux de droite. »« Non, on se rend. »« Pardon ?»« Bonne idée, » affirma l'esprit crabe. « Rendez-vous et il n'y aura pas de bobo. »« Tout à fait, on se rend. Tais-toi Ibaraki. Dès que cette mascarade est finie, je te pile en morceaux. »« Taisez-vous les prisonniers. Les gars, attachez-les. On les enfermera au camp. » Et ce fut l'illumination dans l'esprit du doji au bras violet. « Oh ! Mais en fait, t'es malin, toi. »« Pas du tout, je suis prisonnier. »« Oh, tout à fait, nous sommes prisonniers. » Un peu plus tard, les deux doji arrivèrent au camp de Sealand. Les esprits pirates tiraient sur les cordes attachant les mains des prisonniers. « Hé, ne tirez pas si fort, vous allez m'arracher un bras !» plaisanta Ibaraki. « Ouais, tu as compris, arracher un bras !»« Pas mal celle-là !» confirma son collègue. « Silence !» Arriva le capitaine du camp, un grand esprit requin-marteau à l'œil mauvais. Il les regarda d'un œil, puis de l'autre. « Deux crétins du mont Oé, enfermez-les avec les autres. »« Allez, j'ai une question. Qu'est-ce que t'as ?» Le doji saisit le requin par le cou et le souleva au-dessus du sol, au mépris des autres pirates essayant de le maîtriser en tirant sur ses entraves. « Où est le nœud ?»« Quoi ?»« J'ai dit, où est le nœud ?» insista le doji en secouant sa malheureuse victime. « Ibaraki, qu'est-ce que tu fais ?»« Je fais la suite du plan, trouver le nœud. »« Mais ça c'est pour les Onmyoji, nous on doit juste nettoyer la zone. »« Bon ça ne sera pas long. » Ibaraki écarta les mains, déchirant les cordes autour de ses poignets comme de la paille. Il garda le capitaine dans sa main gauche, puis joua de la droite. Il frappa le sol et fit une fissure dans le terrain, projetant les pirates en arrière. « Ok, mais ils sont pas censés s'échapper !»« Vraiment, tu me fatigues. » Il planta le capitaine la tête dans le sol, puis fonça droit vers le peloton des soldats, encore hésitants. Ibaraki se livra donc à l'activité pour laquelle il avait le plus de talent, transformer des gens en purée. Oshiguma se recentra sur sa situation quand un pirate poisson l'attrapa et lui colla une lame sous la gorge. « Arrête, ou je tue ton pote !» cria le poisson à Ibaraki. « M'en moque !» répondit le doji sans se retourner. « Merci !» fit Oshiguma en tendant ses mains attachées vers son écuelle maudite. Elle glissa de sa ceinture et tomba au sol. Le visage de démon gravé au fond ouvrit d'un coup les yeux et hurla les pires injures qu'une oreille n'ait jamais entendues. Le pirate s'interrompit et lâcha son otage. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage se figea en une expression neutre. Oshiguma sourit et ramassa son écuelle qui continuait de crier. Le pirate, soumis à un pouvoir qu'il n'aurait jamais pu imaginer, se retourna d'un bloc et se jeta sur ses alliés afin de les frapper de sa lame. Les autres, perdus, n'eurent d'autre choix que de se défendre. Oshiguma ne défit même pas ses liens et courut dans le camp, répandant la folie. Les combattants de Sealand qui n'étaient pas détruits par Ibaraki s'entretuaient au rythme des injures de l'écuelle maudite. La tuerie cessa aussi vite qu'elle avait commencé. Quand les derniers pirates tombèrent au sol, s'étant mutuellement pourfendus au sabre. « Bon, maintenant, on peut demander au capitaine où est le nœud magique ?» demanda Ibaraki, sans que son ton ne laisse le choix. « On peut », répondit Oshiguma en ramassant un couteau pour se libérer les mains. Mais le dit capitaine s'était pris dans la figure une flamme noire perdue. Humilié par Ibaraki, immobilisé par Ibaraki, tué par Ibaraki. Une fin de vie pourrie. « Oh zut !» ricana Oshiguma. « En effet. Mais il n'avait pas dit qu'il y avait des prisonniers ? Si, ils sont à côté. » Enjambant quelques cadavres, les doji approchèrent d'arbres entourés de cordes et d'esprits attachés. Oshiguma tourna son couteau vers les liens. « Salutations, c'est moi Oshiguma Doji pour ceux qui ne m'ont jamais vu. L'autre, vous l'avez reconnu, je le présente plus. Oui, là, c'est de roi maintenant. Maintenant, est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un nœud, d'un cercle magique, quelque chose ? » « Oh, ben, franchement,
Visiblement, les prisonniers n'avaient pas d'informations. Mais un petit esprit Inugami s'agita, sans parler car il avait un bâillon. Ibaraki fit tomber ce lien supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider, je suis un Inugami, je peux le sentir, votre cercle. On peut tenter. Tu t'appelles comment? Shiba Inugami. Le jeune esprit chien se leva, se dérouilla les pattes, comme tous les autres prisonniers juste libérés. Alors, il sent quoi, votre cercle magique? Pardon? Bah oui, je le repère à l'odeur, votre machin. C'est un espèce de nœud magique, ça n'a pas d'odeur. Ah? Attends, ne t'énerve pas, fit Oshiguma en arrivant. C'est un cercle de sang, donc cherche la plus forte odeur de sang ici. D'accord. Shiba Inugami se mit à fureter partout, le flair un peu perturbé par la récente scène de bataille. Mais dis-moi, demanda Ibaraki, pourquoi tu as dit que c'était un cercle de sang? Le cercle, c'est le cercle de transfert, ici c'est un nœud qu'on cherche. Oui, mais un nœud c'est le terme commun. Physiquement on place un cercle de construction de sorts. Et à partir de tout ça, on fait un cercle de transfert, ou d'autres choses. Un cercle dans un cercle. Oula, mais c'est quoi cette affaire? Mais c'est un rituel de magie, ça. Un peu de culture, quoi. Des cercles dans des cercles pour faire des cercles. J'en peux plus de ces onmyoji. Là, c'est un magicien. J'ai trouvé. Heureusement, Shiba Inugami mit fin à ce dialogue de sourds, courant autour d'un gros rocher. En dessous, ça sent le sang, très fort. D'accord. Écartez-vous, prévint Ibaraki. Il saisit la pierre et la fit rouler sur le côté sans grande difficulté. En dessous, un cercle brillant d'une lumière mauvaise, mélange de rouge sombre et de bleu clair délavé. Tournoyé dedans un dessin étrange, mélange de formes géométriques et de symboles abscons. Du beau travail de mage. On fait quoi? Demanda Shiba Inugami, la langue pendante. Je sais pas, on attend les onmyoji? Ouais, ils étaient censés partir vers 10h, et nous on a pris de l'avance. Donc on a un peu de temps à tuer. Soudain, un cri retentit depuis le camp des pirates. Hé, c'est là qui planquait la vinasse! Eh ben ça y est, ils savaient quoi faire. Plus tard, les onmyoji arrivèrent. Ils approchèrent prudemment, découvrirent des cadavres divers et entendirent des bruits suspects. Ils dégainèrent sabre et éventail et découvrirent une scène étrange. Autour du cercle magique luminescent, divers esprits du Mont Hue faisaient la fête. Bouteilles vides au sol, bouteilles pleines à la main. Ils riaient, plaisantaient, discutaient de comment casser au mieux la figure des futurs ennemis. Ibaraki tenait Oshiguma sous le bras, lui confiant, avec sa discrétion coutumière, « Et en vrai, on n'est pas souvent d'accord. Mais on arrive à faire des trucs ensemble, non? Franchement. » Et boum, fin de la partie 1, car oui, Ira et Yenko sera subdivisé, je m'en suis rendu compte au montage, on est déjà à une demi-heure. Donc, soit on meurt avec une vidéo beaucoup trop longue, soit on la séquente en plus petit. Et j'ai décidé de séquenter en plus petit. Sur ce, au plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers, je commence le montage de la partie 2.